Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the water stays. Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants, Mon père était quelqu'un de rustre. Il était jaloux. Maman posait son sac à main sur la table, et bien il fouillait tout de suite dedans. Mes frères qui avaient 16 et 17 ans à l'époque, je me souviens, intervenaient pour séparer mon père et ma mère. Elle avait demandé le divorce, mais on sentait qu'il y avait un climat d'insécurité, de violence. Mon père, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très cultivé, mais ma mère avait toujours peur de lui. Je voulais la sauver. C'était mon but. Mais comment? nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles de la vie. Comment? C'est justement ce qu'ils ont décidé de partager avec nous. J'ai compris que c'était à moi de faire le travail et non au psy. Il m'a fallu du temps. Ça m'a fait grandir. La résilience existe, tout simplement. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Chaque année en Europe, plus de 20% des femmes sont victimes de violences commises par leurs partenaires. Les campagnes de sensibilisation se multiplient, mais qu'en est-il des enfants témoins de ces violences? Selon une étude, 60% des enfants témoins de violences conjugales ont des symptômes post-traumatiques. Aujourd'hui, je reçois 2 femmes qui ont vécu ce traumatisme lorsqu'elles étaient enfants. Alors comme vous, j'en suis sûr, je me pose beaucoup de questions. Que comprend l'enfant qui voit son père violenter sa mère? Comment grandir quand on est témoin de scènes de violence? Et quelles sont les conséquences de ce climat de violence dans la vie future? On va essayer d'en savoir plus avec ces 2 témoignages et une psychologue. Des rencontres que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Estelle. Bonjour. Soyez là. Oui, je vous remercie. Je vous laisse mettre vos affaires. Bonjour Evelyne. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, je suis contente. Bonjour Françoise. Soyez la bienvenue. Merci à vous. Je vous laisse mettre vos affaires. Allez, c'est parti. Soyez les bienvenus, je vous laisse vous installer. Merci. Evelyne, Françoise, Ghislaine. Merci. Allez-y, Evelyne. Je vous laisse vous servir et du jus de pomme, très bon jus de pomme, jus d'orange, de l'eau, du thé, du café. J'ai pas de refus. Allez-y, allez-y. Ah, c'est chaud. D'accord. Alors merci d'être là parce que on va parler d'un sujet qui est douloureux, puisque l'une et l'autre, vous faites partie de ces enfants qui ont assisté à des scènes de violence. Oui. Et c'est rien de le dire, puisque votre maman était une maman maltraitée, une femme battue. On verra jusqu'à quel point. C'est quoi une image de votre enfance qui vous vient à l'esprit? Mon père, qui enlève la ceinture de son pantalon et qui frappe avec toutes les personnes qui sont là, sauf moi, qui regarde, qui ne comprend pas. Et beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que j'éprouvais une espèce de jalousie, curieusement. Donc en fait c'était tout mais pas l'indifférence. Il y avait de l'indifférence pour vous. Et pourquoi c'est important pour vous d'en parler aujourd'hui? Parce que ça fait des années que je sais pourquoi j'ai eu le parcours de vie que j'ai pu avoir et que je continue à avoir, et que je pense que c'est important que l'on sache que la violence, c'est pas anodin, non seulement pour ceux qui la subissent, mais aussi pour les autres.
Donc, et que peut-être certaines personnes sont violentes sans même le savoir, puisqu'elles ont été formatées comme ça. Et donc, il est normal que l'on essaye de comprendre ce qui amène la violence, pourquoi on est violent, et comment on peut essayer de faire pour que ça change. Et quelles conséquences on verra pour les enfants qui assistent à ce genre de scène dans le reste d'une existence. On verra ça tout à l'heure. Vous, Evelyne, une scène de votre enfance, c'est quoi ça? C'est l'assassinat de maman devant moi par un homme violent aussi. C'est votre père, C'est mon père, oui. Et vous, oui, vous avez 7 ans. J'avais 7 ans, ouais, à l'époque. Et c'est, comment dirais-je, une image qu'on ne peut pas enlever de sa mémoire. C'est comment dirais-je, inscrit, peut-être pas dans mes gènes, mais dans mon cœur. J'ai l'impression d'avoir une cicatrice qui ne se referme pas. Quand on dirait, quand j'ai des chocs, quand j'ai des chagrins, quand j'ai comme beaucoup de personnes, des soucis et tout, il y a des choses qui se ravivent et qui remontent à la surface. Alors on verra que c'était un homme jaloux. Jaloux. Et donc, Jaloux maladif. il y a eu des coups jusqu'à ce qui est... Ah oui, l'assassinat. Ah oui, oui. Gisèle, on a souvent abordé la question à la télévision des femmes battues, de plus en plus, le sujet est de moins en moins tabou, mais au fond, la question des enfants est moins abordée. Pour vous, il y a un sujet, il y a des conséquences pour les enfants d'assister à ce genre de scène? Ah oui, vous avez raison, c'est un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment. En tout cas, même les femmes battues ont longtemps dû se battre pour être reconnues comme victimes et pour trouver de l'aide. Oui. Et on ne parle jamais des conséquences sur les enfants. Et quand on en parle, j'ai le sentiment qu'on banalise un petit peu les traumatismes que les enfants subissent, continuent à subir. Oui. C'est très compliqué dans nos représentations idéales d'imaginer que des parents puissent faire du mal à leurs enfants. C'est déjà très compliqué à imaginer. Alors on peut imaginer de mieux en mieux qu'un conjoint fait du mal à sa compagne, mais on a beaucoup de mal à intégrer le fait que ces hommes font du mal à leurs enfants, que des femmes peuvent faire du mal aussi à leurs enfants. Donc oui, je trouve que c'est un sujet très important à aborder parce que il y a des traumatismes qui, vous le dites très bien, mesdames, qui sont des traumatismes à vie. À vie. Qui peuvent se réparer, fort heureusement, comme je pense vous l'avez fait, puisque vous êtes là toutes les deux. Mais ce sont des traumatismes très profonds et qui demandent beaucoup de courage, beaucoup d'énergie et beaucoup de soutien pour pouvoir être réparés. Oui. Donc on verra avec vous, qui êtes psychologue, les conséquences dans l'âge adulte d'une scène comme ça. Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu qui sont vos parents? En fait, votre maman est mère de 6 enfants. Femme au foyer. Par force. Plutôt douce. Puisque son mari ne voulait pas qu'elle travaille, alors qu'elle était mieux diplômée que lui. Est-ce que vous savez pourquoi il ne voulait pas qu'elle travaille? Parce que ça se faisait pas. Une femme, ça travaille pas. Ça s'occupe de sa famille, voyons. Alors quand vous dites ça, il y a une forme d'ironie, c'est-à-dire que lui était macho, comme on dit, c'est ça? Il était de son époque. On ne disait pas macho à l'époque, c'était le pater familias. Donc il y avait une supériorité de l'homme sur la femme. Absolument. Donc vous, quand vous êtes enfant, votre père, c'est quoi? C'est un héros parce qu'il est un héros de la guerre. Mon père, c'est très ambivalent. C'était effectivement un héros, mais méconnu et inconnu, et il en parlait peu d'ailleurs. Et c'était aussi quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très cultivé. Il est instituteur. Il est instituteur, laïque. Et il racontait des choses. Il parlait bien. C'était quelqu'un que j'admirais certainement. Mais je pense l'avoir haï pendant longtemps. Je pense. Maintenant, je ne sais pas. Vous, dans l'enfance, qu'est-ce que vous savez de son passé, justement, de ce qu'il a vécu pendant la guerre? Il a été donc réquisitionné en 1939. Il a été fait prisonnier quasiment tout de suite en 1940. Il a passé plusieurs années, je ne sais pas combien de temps en Allemagne, 1 an ou 2, je crois. Et il s'est échappé 3 fois, dénoncé 2 fois, rattrapé à Romorantin. Il a franchi le Rhin à la nage alors qu'il charriait des glaçons, faisait très froid. Et cette fois-là, il n'a pas été repris et il est resté. Donc ma mère l'a rejoint dans un petit village du Berry qui s'appelle Parpecé, là où il a été instituteur. Et après, il est revenu en Bretagne, donc à Brest, où tout était ravagé, il n'y avait plus rien. Et
Donc là, il a retrouvé ma grand-mère et mon grand-père et ma tante. Et ils ont donc les 3 autres sont nés, 3 autres enfants sont nés. Et donc vous assistez à quel genre d'atmosphère familiale? C'est quoi l'atmosphère? Ma mère avait peur, mais moi j'avais peur. Voilà. On grandit dans la peur. Moi j'ai grandi dans la peur, oui. On verra de quoi dans un instant. Evelyne, vos parents, votre père est boucher au début de votre vie? Oui, charcutier boucher, Charcutier oui, boucher. dans l'Indre-et-Loire. Et votre maman? Était sage-femme. J'avais 3 frères. 3 Je suis frères. la dernière de la fratrie. Et plus que toute seule aujourd'hui. Voilà, donc, comment vous expliquer, ça a été aussi de la violence, de la maltraitance, pas de ma part, moi, parce que j'étais la seule fille et la plus jeune, mais pour mes frères. Il était très, très dur avec mes frères. Très, très dur. Voilà. Alors c'est-à-dire, parlons de ça parce qu'effectivement, c'est votre enfance, et on verra que dans votre cas, ça s'est arrêté à l'âge de 7 ans, vous, ça s'est arrêté à l'âge de 12 ans. Dans des circonstances dramatiques dans les 2 cas d'ailleurs. Oui. Et mais donc dans les souvenirs que vous avez, pour qu'on imagine, parce que quand on est enfant, on n'a qu'une enfance. Oui. On n'a pas de point de repère. Non. Donc finalement, grandir dans la peur, c'est quelque chose qui vous dit, ça vous parle? Ah oui, la peur, l'abandon, enfin, comment dirais-je, les cris, Les cris? Les cris, maman. Bah oui, parce que maman était une femme plantureuse, une femme forte, une femme qui était, savait bien s'exprimer, puisque de par sa profession, elle était aussi sortie première de sa promotion de l'école de sage-femme d'Angers. Mon père était quelqu'un de rustre, qui n'avait pas un bon professionnel, mais ça s'arrêtait là. Donc, bien sûr, déjà, ils n'avaient pas de point commun au point de vue intellect, quoi. Et puis, comment dire, c'est difficile on ressent beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. J'étais tiraillée par mes parents. Il y en a un qui me gâtait, l'autre aussi. J'avais toujours des contreparties, Et leur relation, par exemple, était violente devant les enfants? Devant les enfants. Ah oui, parce que moi, j'ai eu mes frères qui avaient 16 et 17 ans à l'époque, je me souviens, intervenaient pour séparer mon père et ma mère. Maman, par exemple, arrivait de faire un accouchement ou de sauver d'autres, à poser son sac à main sur la table, et bien, il fouillait tout de suite dedans. Parce qu'il était jaloux. Il était jaloux. Elle était en cours de vouloir faire des démarches pour faire construire sa maternité. Eh bien, il a soupçonné de la tromper avec des médecins, des architectes, enfin des gens comme ça. Oui. Il soupçonnait tout, était suspicieux, c'était... Et quand on est enfant, on sait que... Vous savez que votre père est jaloux ou vous voyez juste de la violence? De la violence. On ne sait pas pourquoi. Oui. C'est qu'après, quand mes oncles, mes tantes, tout ça, m'ont recueilli, m'ont expliqué, parce qu'ils connaissaient déjà auparavant. Moi, mes souvenirs s'arrêtent à 7 ans. Mais justement, donc quand on est enfant, on ne sait pas pourquoi. Non. Et pourtant, on grandit dans la peur. Tout à fait. Pourquoi? Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment? Oui, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et qu'est-ce qui peut arriver à n'importe quel moment? Ça démarre par des éclats de voix? Des éclats de voix, des paires de claques. Il prenait maman, il la battait, il la traînait par terre par les cheveux. Enfin, oui. Une scène comme ça, par exemple, vous vous en souvenez? Vous dites quoi à ce moment-là? Je pleure, je hurle, je suis terrifiée. Et souvent, il faisait ces choses-là quand il était tout seul avec nous, pas quand mes frères étaient là. Quand il a assassiné maman, il a bien attendu que mes frères ne soient pas à la maison. Forcément, à 7 ans, j'étais pas un obstacle pour lui. Donc à ce moment-là, vous assistez à une scène, il y a un bourreau et une victime. Oui. Mais dans ma tête, je vois pas un bourreau, une victime. Ce que je vois, c'est mon père et ma mère qui se déchirent et qui est en train d'assassiner. Un sentiment d'impuissance? Bah oui, on peut rien faire. On hurle. Moi, je hurlais. Et j'essayais d'ouvrir la porte de l'appartement pour me sauver. Voilà, et ça reste. Comment vous dire, c'est dur, c'est pénible, c'est horrible. C'est horrible. Les scènes sont horribles, et entre les scènes? Il y avait toujours des disputes, parce que c'était quelqu'un qui... maman l'avait soustrait de notre maison de l'île Bouchard parce qu'il avait des mauvaises fréquentations. Donc ils avaient acheté une boucherie au Bourget. Cette boucherie n'a pas fonctionné, donc ils l'ont revendue, et on s'est retrouvés en appartement à Dugny. Et à Dugny, il ne voulait plus travailler. Il buvait aussi. Après, il buvait énormément. Donc, l'alcool n'aide pas à être... il avait le vin mauvais, comme on dit, méchant. Quoi.
Donc des dettes, les huissiers. Des dettes, des huissiers. Maman lui avait soi-disant trouvé un travail à la Villette parce qu'il connaissait la viande, il était mandataire. Ça n'allait pas et puis il voulait plus travailler. Mhm. Alors c'était maman, malgré tout, qui est obligée de faire bouillir la marmite. Mhm. Et ça, c'est ce que vous comprendrez plus tard. Plus tard. Quand vous êtes enfant, vous, c'est juste un climat. Un climat d'insécurité, de violence. Parce qu'on dit qu'un enfant a besoin d'affection et de Ah bah oui. protection. Ah, moi j'ai toujours dit que l'affection c'était une nourriture. Mhm. Pour moi l'affection c'est une nourriture. Enfin, je le ressens comme ça. Et votre mère, justement, a quelle relation avec vous? Ah ben moi c'était une maman aimante, une gentille maman qui m'éduquait, mais qui me choyait, enfin mes frères et moi. Mais comme j'avais 11 ans d'écart avec mes frères, je me souviens de plein de choses. Elle faisait des câlins, elle m'embrassait, elle me les... Oui, c'était une gentille maman. Mhm. Oui. Et quand vous êtes enfant, d'ailleurs, vous assistez à ces scènes, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec votre mère en disant ce qui s'est passé ou est-ce que c'est consciemment tabou? Non, je parlais pas, elle me parlait pas de ça. Ce qu'elle voulait, c'est divorcer, mais lui ne voulait pas. Elle voulait, c'est m'emmener partir, reprendre son indépendance. Mais mon père ne voulait pas, forcément, c'était sa chose. Il y a des hommes aussi pour qui la femme est une chose. On s'est marié, on doit rester. Alors que, enfin... Mhm. François, ça vous parle, ce climat? Complètement. C'est-à-dire? Complètement. On ne peut pas imaginer les... Non, on ne peut pas. Les gens qui n'ont pas vécu ça. Voilà, c'est ce que je dis souvent. C'est ça, François. Comme si on vivait un film d'horreur en permanence. Voilà. Alors pourquoi on dit en permanence? Parce qu'il y a des crises, il y a des scènes de violence. Parce qu'effectivement, comme disait Evelyne, si vous permettez, Oui. c'est en permanence parce que ça peut arriver n'importe quand, Voilà. d'une heure à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc, on a peur, on se terre. Quand on est se enfant, tait. on ne sait pas ce qui déclenche en plus. Oui, Non. il n'y a rien, d'ailleurs, je crois, qui déclenche. C'est comme ça. Votre père buvait, le Mon mien, père non. buvait, oui. Mais c'était à propos de n'importe quoi. Voilà. Le sel est à l'autre bout de la table. Comment ça se fait qu'il est là, le sel? Qu'est-ce que tu fous? Donc du dénigrement. Il y avait des coups et du dénigrement. Toujours, oui, pour chez moi. Enfin, je pense Tout que était, tout était sujet à Tout et une n'importe dispute, quoi. oui. tout. Alors évidemment, quand on ne sait pas, même quand on sait, enfin, de toute façon, on peut comprendre, on peut pas comprendre. Donc, votre attitude, c'est quoi quand vous êtes enfant? Là, on parle de l'enfant que vous êtes. Ben, On se cache. oui, on essaie de se On recroqueviller. n'existe pas. On a peur d'attraper des coups. Mhm. Moi, dans mon souvenir, si j'avais pas réussi à ouvrir la porte de l'appartement, je me demande si mon père m'aurait pas tué aussi. Je hurlais derrière cette porte, puis j'avais les voisins du palier qui disaient « Ouvre la porte, Evelyne, ouvre la porte !» J'essayais de la hauteur de mes 7 ans d'ouvrir cette porte, j'ai réussi, ils m'ont recueilli, et puis après, ben... On va parler effectivement de ce jour du drame en particulier, Ah, mais oui, c'était oui. pour comprendre finalement, Oui, quand on grandit dans un climat de violence, d'insécurité, oui. où vous disiez il y a de la peur tout le temps, il y a les scènes de violence, et puis il y a ce qu'il y a entre les deux. Et entre les deux, c'est pas du répit. Non, parce qu'il y a toujours quelque chose, comme le disait François, toujours quelque chose qui fait, ben, ça déclenche là. Et ça se passait devant vous, ou ça se passait derrière une porte? Est-ce que vous entendiez des cris C'était derrière? tout le temps. Quand j'étais là, c'était quasiment tout le temps. C'était de toute façon le mépris, parce que de toute façon, effectivement, c'était qu'une bonne femme. Voilà. Mais c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Mais ma mère m'a pris dans les bras. Elle m'a fait des câlins. Ben, voilà. Ah, elle était tendre, elle était Maternelle, Oui. comme une maman. Mais elle faisait ce comme elle pouvait, parce qu'elle avait d'autres enfants qui étaient eux, qui avaient des maladies. Ah, donc moi, j'avais la chance, ou la malchance, j'en sais trop rien, justement, d'être en bonne santé. Mhm. Ah, et je dis la malchance, c'est terrible. Et on va voir d'ailleurs des conséquences dans votre vie à l'une et à l'autre. Donc il y a la peur, et puis il y a une sensation d'impuissance. On verra que plus tard, vous allez devenir des êtres humains qui aident les autres. Mais à ce moment-là, vous vous sentez impuissante de ne pas pouvoir l'aider? Oui, mais c'est à ce moment-là que comme j'avais ma grand-mère qui s'entendait pas du tout avec mon père, mais qui était une femme puissante, justement, une maîtresse femme au sens breton du terme. Et heureusement qu'elle a été là, parce qu'effectivement, sinon, je sais pas. Et c'est elle qui m'a dit aussi, il faut que tu aies un métier. Ça, j'avais compris depuis longtemps, mais c'est vrai que elle m'a aidée. Ça Ouais. forge le caractère. Indépendante. C'est-à-dire que là, il y avait une dépendance de votre mère, puisque Ben oui, puisqu'elle n'avait pas de possibilité. qu'elle ne Elle travaillait pas et elle avait 6 gosses. Donc peur, sentiment d'impuissance,
Et envie d'aider, mais comment? J'étais grosse comme un... Puis j'étais petite, et puis, voilà. Puis mon père, c'était mon père, quoi. On se sent impuissante, Oui. On sait que ça va pas, puis les voisins petites, on n'a pas de... font comme s'ils voyaient rien. Ah, ça, j'allais vous demander, c'est qui est au courant? Parce que, est-ce que vous, par exemple, à l'âge de 10 ans, pour prendre un exemple, vous en parliez dans la cour de récréation, ou est-ce qu'il y avait de la honte? Ben, on parlait pas de ses parents. Donc ce qui se passe à la maison, on n'en parle pas. Il y a comme une sorte de... C'est presque imperméable avec le reste de la vie et le reste du monde. Ah oui, bien sûr. Il y a presque une injonction à ne pas en parler d'ailleurs. Et de toute façon, c'est pareil pour les femmes battues. Hein. On n'en parle pas parce que... Tout à fait. Et pour les femmes, parce qu'il y a la honte. Mais est-ce que pour les enfants, il y a la honte aussi? Ben parce qu'on sent bien qu'on n'a pas le droit d'en parler. Parce que sinon, effectivement, il y aura des représailles. C'est tabou, tout ça. C'est tabou. Et pas obligatoirement... Moi, j'aurais pas eu des représailles par rapport à moi. Mais c'est ma mère qui les aurait eu, les représailles. Donc, c'est ça, ouais. Non. Donc on a l'impression qu'en faisant ou en disant quelque chose, on peut empirer la situation. Ben, c'est ce qu'on pense en tout cas. Peut-être à tort, mais... Justine, qu'est-ce que vous entendez Il y a dans tout ça? tellement de choses, hein, tellement de choses. Alors d'abord, j'aimerais juste préciser que les hommes, vos pères, hein, dont vous parlez, à mon sens, ne peuvent pas être qualifiés d'hommes jaloux. Ça existe, la jalousie. On peut être jaloux. On peut être jaloux et puis se friter de temps en temps. Oui, et puis, oui. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit quand même d'une pathologie, hein, Je pense. d'une toute-puissance, d'une perversion et d'une prise de pouvoir absolue sur toute la famille. Toute la famille. Il faut que les enfants soient là. Vous demandiez si ça se passait derrière les portes closes, mais ça n'a pas le même intérêt. Il faut que l'homme règne sur toute la famille et que la femme soit prise dans cette injonction absolument insupportable et paradoxale elle ne peut pas partir parce qu'il y a les enfants. Elle est obligée de rester et de subir certaines choses pour épargner en quelque sorte ses enfants. Donc il faut que les enfants soient témoins de tout ça. Il faut que toute la famille participe à cette espèce de toute-puissance. Ça, c'est le scénario d'un pervers. Hein. C'est pas une histoire de jalousie, de je veux pas que tu travailles, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Bon. Donc c'est une prise de pouvoir surtout. Il faut avoir la mainmise sur tout. Et les enfants sont presque les otages de la femme. Donc ils ont un rôle très important dans ces configurations pathologiques. Bon. Et les femmes sont prises, si vous voulez, elles sont prises dans un truc insupportable. Alors, il y a des générations de femmes qui n'avaient pas les moyens financiers de quitter les conjoints violents, mais même aujourd'hui, où les femmes ont heureusement beaucoup plus d'indépendance, certaines ne quittent pas leurs conjoints violents parce qu'elles ont peur pour les enfants, comme vos mères probablement, et les enfants font donc intégralement partie de cette espèce de scénario pervers. Et quand on est enfant et qu'on grandit, on l'a dit, dans la peur et avec le sentiment d'impuissance. Et surtout l'incompréhension, parce qu'on a compris qu'il y avait les scènes, et puis il y avait entre les scènes où finalement c'est une tension permanente parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut éclater. Alors vous savez, quand le cerveau est constamment en état d'hypervigilance, parce qu'on ne sait jamais comment papa va... On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait qu'il peut arriver des trucs. On ne sait jamais comment ça va se passer. Bon, là, on se voit, on se dit bonjour, comment ça va, on papote, on prend le café, bon, on est tranquille, on s'installe dans le fauteuil. Bon. Quand on rentre à la maison et que papa est pervers, violent, malade, pathologique et qu'il fait régner la terreur, on ne sait jamais dans quel état il va être. Il suffit que la salière soit là, ça va être l'occasion d'exprimer à nouveau que c'est lui le chef de famille et qu'un chef de famille, c'est quelqu'un qui fait régner la terreur. Donc on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc on développe en tant qu'enfant. Avant de penser, on n'en est même pas au stade de j'essaie de comprendre ce qui se passe. On développe une espèce d'état d'hypervigilance. D'instinct de survie ? On peut dire instinct de survie, c'est-à-dire pour sauver maman, vous l'avez très bien dit, pour sauver maman, parce que soit sans maman ça n'existe pas quand on est petit. Hein. Donc on va faire gaffe, quoi. On va faire tout le temps gaffe. On ne sait pas à quoi on fait gaffe. Mais c'est juste, vous voyez, vous êtes sur une planète inconnue, vous ne savez pas trop ce qui vous attend, vous allez à petits pas, vous faites. Alors vous avez votre petit trou à vous, où vous savez que peut-être là, on va vous laisser tranquille. Et puis, on est constamment avec les antennes branchées sur comment il est, et comment est maman, etc. C'est ça qui se passe. On n'en parle pas à l'école, pourquoi? D'abord, parce que l'école n'était pas formée, les plus aujourd'hui, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. On le disait tout à l'heure, il y a une espèce de déni de la possibilité que les parents maltraitent leurs enfants. C'est un truc... tous les parents doivent être formidables, les mères sont géniales, elles aiment toutes leurs mômes. On a du mal à comprendre que ces situations sont extrêmement fréquentes et que la violence
dans la famille, c'est quelque chose de très très fréquent. On en parle plus. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de choses qui sont faites, mais ça reste quand même très difficile. Et à l'école, les profs sont pas nécessairement formés pour ça, les institutrices. Mais dans la tête d'un enfant, il y a une sorte d'instinct, c'est-à-dire ne pas en parler pour pas qu'il y ait de représailles. L'enfant sait qu'il ne doit pas en parler, puisque on lui interdit, on n'en parle pas. D'abord, personne n'en parle. Dans la famille, personne n'en parle. Après une crise ou des coups, personne ne met des mots là-dessus. Ben non. Il faut que Sinon, ça commencerait à s'arrêter si on en parlait. On en parlerait pour en faire quelque chose. Et là, on ne peut rien en faire, donc on n'en parle pas. On oublie et on attend la prochaine fois, en espérant que ça viendra. Bon, la crise est passée, il va être calme pendant ça vous parle, ça, il va être calme pendant peut-être un petit temps, donc on attend la prochaine. Voilà. Mais on n'a même pas la capacité. C'est ça le pire, c'est qu'on ne peut même pas penser ce qui se passe. Pour parler de quelque chose, il faut l'avoir pensé. Donc, on n'en parle pas parce que personne... Et on se construit donc dans cette peur et dans cette idée que ça peut arriver à n'importe quel instant et dans cette hypervigilance permanente. Hypervigilance, insécurité permanente. Et donc, hypervigilance, insécurité, ce sont... Qui empêchent justement toutes les possibilités de s'investir dans, je sais pas, avec les copains, les études. C'est dur de se projeter parce on vit au jour le jour. Parce qu'on ne peut pas se dire, moi plus tard quand je serai grande... Ah si, justement. C'est quand je serai grande, je prendrai maman et je partirai avec elle. Oui, c'est ça. Dès que je pourrai. L'idée qu'on pourra la sauver. Oui, voilà, l'idée de la sauver. Je voulais la sauver. C'était mon but depuis toute petite. Ouais. Je voulais la prendre. Mais c'était le mot, la prendre. La sortir de là. Voilà. Oui, c'est vraiment maman l'inquiétude. C'est-à-dire que vous ne pensiez pas à vous, plus tard je ferai ci, je ferai ça, je vivrai telle chose. Je voulais la prendre. Maman. Et c'est le mot, la prendre, que j'utilisais. Petite. Donc, la prendre, partir avec. L'enfant qui non seulement doit être protégé, a envie de protéger. Tout à fait. Donc vous grandissez avec cette histoire. Et donc, à l'âge de 7 ans, vous vous rappelez de la date exactement? Le 16 mai 1952. Donc là, vous allez vivre... un drame. Ça va basculer dans l'horreur. Dans l'horreur. Vous êtes là physiquement? Ah oui. Vous avez 7 ans? J'avais 7 ans à l'époque. Ah oui, j'ai assisté. Mon père a tué maman avec un petit couteau de boucher à désossé qu'il avait dissimulé, caché dans le bas d'une armoire. Vous voulez dire que c'était prémédité? Bien sûr. Et après, il a été renfermé dans la salle de bain pour faire croire qu'il se suicidait. C'était de la mise en scène. Alors vous, enfant, à quel moment vous comprenez que les choses basculent? C'est-à-dire que ça démarre par des éclats de voix? Déjà quelques temps avant, parce qu'on ne couchait plus à la maison. Maman découchait tout le temps, on allait dans des hôtels à droite, à gauche. Elle avait demandé le divorce, mais on sentait qu'il y avait... Ça montait, comme une cocotte qui... Et puis elle avait écrit à ma grand-mère en disant qu'elle voulait divorcer. Ma grand-mère n'a jamais prévenu ses frères, donc mes oncles, parce qu'ils seraient venus nous chercher. Mais... on me disait... Elle a écrit à sa propre mère? À sa propre mère, ma grand-mère, oui. Ghislaine. Lui, il était seigneur aussi. Il était chez lui et personne ne le délogerait. Quand il y avait des gros éclats de voix, quand il y avait plein de scènes plus violentes, les gendarmes venaient. Mais il les mettait à la porte. Et à l'époque, il faut se situer dans l'époque de 52. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Donc, c'était qu'une banale histoire de couple. Terminé, on repart et c'est tout. Je suis chez moi, vous sortez, vous n'avez rien. Ce sont des affaires privées, m'a-t-on dit. Des affaires privées, tout à fait. Ce sont les gendarmes qui disaient, ce sont des affaires privées. Voilà. On appelait ça. Oui, tout à fait. Alors bon, il se sentait fort. Il recommençait. Et donc, vous, la dernière image que vous avez, c'est quoi? L'assassinat de maman. J'essayais d'ouvrir la porte palière, quoi. Enfin. Parce que vous étiez dans la même pièce ou vous étiez à l'extérieur? Dans la même pièce, c'était dans la cuisine qu'il a assassiné maman. Dans la cuisine. Donc moi, j'ai couru à la porte, pour essayer de l'ouvrir. J'étais terrifiée, tétanisée, je hurlais. Je me revois encore en train de hurler pas comme une folle, parce que j'étais pas folle, mais... 7 ans. 7 ans, c'était l'horreur. Puis maman qui agonisait, là, sur le carrelage, on n'imagine pas. Et les voisins qui m'ont recueilli, ils m'ont mis sur un lit, je me souviens... Donc ils vous ont demandé d'ouvrir la porte? D'ouvrir, ils me disaient, Evelyne, ouvre la porte. Alors, j'essayais, je dis, j'ai réussi à l'ouvrir, cette porte devait y avoir une clé, j'ai tourné, ils me disaient... Bon, ils m'ont recueilli, ils m'ont emmené chez eux, ils m'ont mis sur un lit, et je me souviens, mais comme si c'était encore d'aujourd'hui, je sautais, je pleurais, je faisais des bonds. Ça, je revois cette image-là, une image qui me reste dans la tête. Vous êtes hanté par ce que vous venez de voir, en fait? Rien de quoi.
C'est ça. Je peux pas. Et comment ça m'explique? C'était. C'est même pas. On ne pense même pas. Enfin, Je pleurais, mais je pleurais. On n'imagine pas la pleurer. Et je sautais sur ce lit. Et je vois mon père qui avait demandé aux gendarmes, il était menotté, entre deux gendarmes, venir me dire au revoir. Et je ne l'ai plus jamais revu après. Ça, c'est inscrit, c'est quelque part, c'est là-dedans. C'est comme. Je revois tout ça comme si c'était aujourd'hui. Ça vous étonne pas, vous êtes psychologue, que pour le coup, Evelyne se rappelle de tout parce que ce sont des charges émotionnelles très 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 fortes. C'est ce qui fait qu'on se rappelle de tout. Ouais. Ce sont des traumatismes, c'est-à-dire ce sont des images qui justement ne peuvent pas être pensées. Ce sont des images tellement effractantes qu'elles restent crues, elles restent en tant qu'image. Quand il vous arrive des choses de la vie quotidienne, bon, bah, vous mémorisez, vous y pensez, vous en parlez, vous rangez ça dans un coin de votre cerveau, c'est traité en quelque sorte. Là, ce sont des images brutes. Voilà, je vous livre ça comme je les ai vécues. Et c'est pour ça que ce sont des images qui reviennent hantées par la suite. Voilà. Et qu'il est possible, d'ailleurs vous en parlez aujourd'hui avec beaucoup de courage, mais il est possible après, effectivement, si on trouve les bons interlocuteurs, tout à fait, de pouvoir en parler, en faire quelque chose d'autre que justement des images crues qui vont venir vous hanter, en faire, voilà, mettre du sens. Vous parliez de sens tout à l'heure, essayer de mettre un petit peu de sens dans cette histoire, savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Alors pas dans la pathologie de l'homme, parce que ça c'est l'homme en question, et voilà, ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce que, si ça est là, comme vous disiez, ça ne fait aucun sens. Donc c'est inutile. Les enfants sont intelligents et comprennent très vite que c'est pas la peine d'essayer de comprendre pourquoi ça va se déclencher à tel. C'est juste qu'il faut faire gaffe. Et après, le traumatisme, il y a comme un effet, les plombs ne tiennent plus, enfin non, ça saute. Ça saute, voilà. Ça saute. Oui. Et vous avez sauté sur le lit. Je saute, mais je faisais des bonds. Voilà. Il y a quelque chose qui lâche. Alors on va voir effectivement comment on grandit avec ça. Qui s'est occupé de vous, quelles conséquences tout ça a eu dans votre existence, et quel genre de personne vous êtes devenue avec une enfance comme celle-là. Françoise, vous avez assisté donc à ce calvaire de votre mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qui va se passer quand vous avez 12 ans? Elle va être hospitalisée pour une maladie bénigne apparemment. Et des calculs dans le cholédoque, dans la vésicule biliaire, donc elle a été opérée. Et puis mon père à l'époque donc était dans la maison que j'habite actuellement. Il avait des animaux, c'était au mois d'avril. Des moutons qui annulaient, enfin des brebis qui avaient des agneaux, et donc il avait dit qu'il n'avait pas le temps, enfin bon bref. Et donc moi j'allais après le lycée, j'allais voir ma mère à la clinique où elle était, je prenais le bus et je l'ai vue la veille de sa mort. J'étais avec une cousine à mon père, la seule personne qu'on voyait en dehors de la famille, de sa famille à lui, puisqu'on voyait personne. Et dans le bus, en ramenant, j'ai dit à cette dame, je verrai plus maman. Et le lendemain matin, à 6 h, les gendarmes sonnaient avec le corps de ma mère. Et je ne l'oublierai jamais. Ma grand-mère a accusé mon père d'avoir été responsable de la mort de ma mère, ce qui n'est pas vrai tout à fait, mais il n'était pas là. Il a été seul, il est avec moi. Et je n'oublierai jamais son dernier regard. Oui, ça m'émeut. Et puis donc, j'ai pas pu réaliser mon rêve, c'est-à-dire sortir ma mère de là. J'ai pas pu. Excusez-moi. Et pourtant, vous allez vous mettre à sauver les autres, puisque vous êtes devenu médecin. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport direct? Bien sûr. C'est évident. J'en suis très fière. Cyrulnik appelle ça la résilience. Donc Boris Cyrulnik, ce grand psychiatre qui parle effectivement de ces drames qu'on peut vivre et qu'on peut transformer. Et parce qu'au fond, après ce drame, après cette perte, vous allez être élevé par votre père. Non, je n'ai pas été élevée par mon père. Vous êtes élevé par qui à ce moment-là? Je me suis élevée toute seule. Parce que lui est indifférent à vous. On n'a pas dit pourquoi. Parce que vous êtes une fille. J'étais une fille. Comment ça va se passer pour vous? C'est-à-dire, vous allez vous construire comment? Ça va être quoi votre salut? Les études, le travail. Mes enfants. Alors on verra que l'une et l'autre, vous avez eu 3 enfants. Oui. Et on verra quel genre de maman vous étiez. Et on verra quel genre d'homme vous a attiré dans vos vies. Donc vous allez
finalement grandir, donc orpheline de mère, pas de relation avec votre père, et ce sont les études, les études, les études. Mon père, j'avais des relations avec lui, mais des relations simples d'organisation de vie, c'est tout. Il faisait la cuisine, assez incroyablement parlant, mais on n'échangeait pas. Vous n'avez jamais abordé, par exemple, la question de la violence? Jamais. Vous avez essayé? Non. J'avais toujours peur de lui, Mais à l'âge adulte? tout en l'admirant, curieusement. Evelyne, vous avez été élevée par qui, du coup, depuis l'âge de 7 ans? Un oncle et une tante. Du côté de votre mère? Du côté de ma mère, oui. Elle avait une sœur et un frère qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc c'était toujours la guéguerre entre les deux couples. Cette tante qui en premier qui m'a élevée pendant 1 an, s'entendait pas avec sa belle-sœur. Donc elle se tiraillait. C'était les deux couples. Vous étiez l'objet du tiraillement? Voilà, j'étais la balle de ping-pong. Un coup on voulait Evelyne, non c'est moi, c'est pas toi, c'est moi qui... Enfin bref, ça a duré pendant 1 an. Un jour, j'étais chez son frère. Alors là, j'étais avec une tante. Donc là, vous avez le frère de votre mère, qui lui même a une femme. Voilà, pardon. Oui, voilà, et cette femme Cette femme, donc ma tante, c'était pas quelqu'un de tendre, d'aimant, je l'ai compris bien après, mais longtemps après. Pour moi, elle était dépressive. Avec elle, j'avais que des interdits. Si je mettais, par exemple, une tasse à droite, qu'il fallait qu'elle soit à gauche, ou que je lui répondais, parce que j'ai l'impression que mon caractère montait, j'étais une rebelle à force, intérieurement. Je me laissais. À force d'avoir subi. Ah oui. Eh ben, j'avais des coups. J'étais battue et elle allait le chercher. Ils avaient un garage, elle allait le chercher dans son garage. Et puis, ben, Evelyne, elle a fait ci, Evelyne, elle a fait ça. Alors, bang, bang, ça y allait, j'étais battue. Et ça tout le temps. Et plus il m'interdisait, plus je faisais. Donc il n'y a pas de répit. Vous avez non. dit ce drame à l'âge de 7 ans. Oui, et j'étais battue par oui. Et ça, il n'y avait rien à faire. On ne me faisait pas caler. Hein. Je peux vous assurer que c'était... Je devenais coriace, comme on dit vulgairement. Et à l'âge de 20 ans, vous montez à Paris rejoindre vos frères? Oui, parce que cette gentille tante m'a dit, quand j'ai perdu mon travail, tu t'en vas avec tes frères à Paris parce que la maison ne nourrit pas de feignants. Je me suis retrouvée rue du Pin, dans un hôtel meublé. Je peux vous dire que là, c'est pareil, j'en ai versé des larmes et des larmes et des larmes. C'est quoi qui était le plus triste à ce moment-là? Eh bien, d'être séparée. J'étais séparée de mes cousins, mes oncles, mes tantes. Et eux, ils n'avaient pas d'enfants, mais moi, de l'autre côté, j'en avais des cousins, et je les aimais. Et puis, ben, je vivais au grand air, dans une maison. Tandis que là, je me suis retrouvée dans un hôtel, meublé, dans une petite chambre. Mes frères, ils avaient, pareil, on n'était pas argentés, du tout. Là, je peux vous dire, et sans travail. C'est mon frère qui m'a trouvé du travail par le biais de sa profession. J'ai pas fait de grandes études, moi, contrairement à vous, France. Je me suis pas plongée dans les études. Moi, ce que je voulais, c'est trouver quelqu'un qui m'aime, qui me redonne toute l'affection que j'avais pas eue. Puis avoir des enfants pour aimer, coucouner, choyer, enfin. Est-ce que je peux juste dire quelque chose? En général, les hommes violents ont eux-mêmes été victimes de violences. C'est-à-dire, ce qui est formidable, c'est que vous allez arrêter ce cycle. En général, c'est très difficile, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage d'arrêter ce cycle, cette transmission de la violence. Couper la chaîne, comme je dis. Couper la chaîne, c'était, enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Essayer de ne pas reproduire. Et du coup, vous allez avoir des enfants très jeunes? Oui, j'avais 20 ans. Et la question qui se pose, au fond, c'est quel genre, l'une et l'autre, quel genre d'hommes vont vous attirer les premières années de votre vie? Est-ce que c'est un archétype qui ressemble à celui de votre père? Non, moi je cherchais pas ça. Je voulais quelqu'un qui m'aime, qui me donne tout l'inverse de ce que ma mère avait pu avoir. C'est l'amour que je cherchais, l'affection, être aimé pour moi. Vous parlez de votre tante et ça me fait penser souvent les enfants qui sont des enfants victimes de violences conjugales. On n'a tellement pas le droit d'en parler. La famille est tellement complice en quelque sorte. Vous entendez ce que je veux dire quand je dis complice? On sait un petit peu ou on ne veut pas vraiment savoir, cette tante, la personne, que recueillir, si vous voulez, l'enfant qui a souffert d'une situation dont on avait un petit peu connaissance, mais dont on ne voulait pas entendre parler, c'est réveiller un sentiment de culpabilité insupportable. Donc,
ce que vous représentiez pour tout cet entourage, vous le disiez très bien tout à l'heure, personne n'est venu chercher maman. Enfin, on aurait pu la sauver, maman, si ses frères étaient venus la L'existence chercher. même d'Evelyne rappelait à tout le monde les manquements. Leurs propres manquements. Et souvent, la maltraitance qui continue à exister, dont vous avez souffert, témoigne de cette difficulté, de la lâcheté, du manque de courage, de l'incompréhension, de la pathologie, peu importe. Donc, ce que vous représentiez, finalement, était insupportable pour eux. Et il fallait que vous soyez un petit peu, voilà, mise de côté. Donner de l'affection à un enfant qu'on recueille, qui ne fait pas partie de la famille, c'est-à-dire quand on sort du cadre familial. Et c'est ça que vous cherchez, quelqu'un qui vous aime. Ou quelqu'un qui n'était pas au courant, quelqu'un qui n'était pas complice. Je mets des guillemets, bien sûr, parce qu'il y a tellement de déni, il y a tellement de tabous, c'est difficile de savoir comment intervenir. Je ne jette pas la pierre, mais il y a quand même une espèce de silence familial. C'est très, très compliqué. Une sorte d'omerta, quoi. Oui, une sorte d'omerta. Donc, quand l'enfant est recueilli en dehors de la famille, il peut plus facilement... Et d'ailleurs, vous avez cherché très jeune à partir de la famille pour trouver cette affection qui ne pouvait pas être dispensée au sein de la famille. Moi, je me suis longtemps, même des fois, parce que on ne dit pas tout, enfin, parce qu'on pourrait en discuter pendant des jours, dire où j'étais bien, c'était dans mon lit, et où je pleurais. Il n'y avait pas un soir où je pleurais pas. Et j'appelais maman. Excusez, ça va peut-être vous parler. Dans mon cœur, j'ai appelé maman, maman, pourquoi je suis... Des fois, j'aurais souhaité mourir avec elle. Comme ça s'arrêtait, parce que c'était des souffrances. Mais je trouvais pas la solution de plus souffrir. J'étais séparée de mes frères. C'est pareil, c'est terrible d'être séparée de ses frères. Moi, j'étais choyée par mes deux grands frères, je les aimais. Tout ça, on grandit avec tout ce pactage, comme on dit vulgairement. Hein. C'est terrible. Hein. On verra effectivement si vous avez fait le choix pendant votre vie d'être aidée là-dessus, ou si vous êtes sortie toute seule. Ou... J'ai cru pendant un temps. Vous avez cru quoi? J'ai cru pouvoir m'en sortir toute seule. J'ai cru que j'étais forte, que par le travail, les enfants, les connaissances, tout ça, allait. J'allais pouvoir. En fait, on a besoin d'aide. J'en ai eu besoin. Bon. Vous êtes ici pour la transmission, ça fait partie des choses que vous voulez transmettre, j'ai l'impression. Voilà. François, je vous pose la même question. Et quand on a vécu un archétype de couple, on a effectivement l'image de cette femme soumise, en tout cas dépendante de cet homme macho, empereur, etc. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous étiez attiré par des hommes qui ressemblaient à ça? Non. Mais me suis mariée avec un homme que je pensais gentil, qui était gentil foncièrement, mais qui, hélas, avait vécu la même chose. La même chose que vous? Oui. Mais je ne le savais pas. Donc vous avez le sentiment que, sans vous en rendre compte, vous étiez attiré par des gens qui étaient quoi? Mon mari était en demande de quelque chose, de tendresse, tout ça. Pendant un moment donné de votre vie, vous avez vécu quelque chose qui ressemblait à ce que votre mère avait vécu? Certainement. En vous rendant compte tout de suite que c'était... Pas tout de suite, pas non. Il y a la lune de miel, enfin, c'est ça par cas. Est-ce qu'on se rend compte que c'est une anomalie? C'est-à-dire, dans le cas de votre mère, elle est restée jusqu'à la fin de sa vie avec cet homme. Dans votre cas, vous avez su voir tout de suite qu'il y avait un problème, parce que vous avez... Je n'ai pas su voir tout de suite. Pendant quelques années, il s'est complètement caché. C'est le jour où, un jour, j'ai dit non. Et là, j'ai vu l'opposition. J'ai dit non, parce qu'il me demandait quelque chose que je ne voulais pas accepter. Le reste, pas de souci, pas de problème. Hein. Tout allait bien. Mais là... Et dans votre cas, est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur un homme, justement, qui était maltraitant? Oui. On s'en rend compte à quel moment, c'est ça que je veux dire? Très vite. Hein. Très vite, mais on essaie de tenir. On essaie, ça va s'arranger. Et puis, ça monte crescendo. Comme soi-même, on aurait aimé réparer. Voilà. Donc cet homme, pas le droit de se maquiller, pas le droit de prendre la pilule. Travailler, oui. Pas le droit d'avoir de l'argent de poche dans soi.
Bon, Donc une emprise une emprise. qui ressemblait à celle que votre mère subissait. Exactement, une espèce de avoir radin comme c'était pas permis, pas avoir de voiture, acheter des meubles. Maintenant c'est très à la mode de vintage, mais à l'époque, moi je rêvais d'avoir des meubles neufs comme c'était à l'époque. Enfin bref. Les brocantes, c'était pas à la mode À comme l'époque, aujourd'hui. c'était pas mon truc. Maintenant, c'est peut-être changé. Non, mais voyez, il faut se resituer aussi dans le contexte de toutes ces époques. Un bel homme, oui, un bel homme, mais c'était tout. Vous n'êtes pas étonné, j'imagine. Je suis pas étonnée, par contre. On parle vraiment du fait que quand on est enfant, qu'on grandit, donc ces femmes en grandissent avec un archétype Oui. et vont le retrouver dans leur parcours sentimental. Alors, moi, je pense que c'est pas si évident que ça. Hein. D'abord, ces femmes ne cherchent pas. Vous n'avez pas cherché à retrouver cette violence. Ça, il faut le dire clairement. On ne recherche pas son père violent. On ne cherche pas quelque chose qui a été si douloureux. Ce qu'on cherche, c'est de l'amour. Vous le dites toutes les deux très bien. L'affection. On cherche plutôt une mère aimante, aussi paradoxal que ça puisse paraître. On cherche à être aimé comme on l'a été par sa mère. Et toutes les deux, vous avez perdu, malheureusement, Oui. votre mère trop tôt. Donc, en cherchant sa mère et un amour qui n'a pas pu exister, parce que vous l'avez très bien décrit, vous avez, vous, été un peu les mères de votre mère. Enfin, vous vous êtes projeté comme, moi, je vais la sauver, et je vais... En cherchant à être aimé comme on n'a pas pu l'être par sa mère, on va se soumettre à des situations, à des prises de pouvoir, parce que ce qu'on cherche, c'est être aimé. Et quand on veut être aimé, on supporte beaucoup de trucs. On accepte. Donc on ne cherche pas à revivre ce qu'on a vécu. Ah non. Il n'y a pas un archétype du père, etc. Non. Mais on est une proie très facile parce que les hommes qui ont envie de faire de vous un objet, etc., voient que ça fonctionne plutôt pas mal. On est gentil parce qu'on a tellement besoin d'être aimé. Jusqu'au moment où on se réveille, on dit non. Et là, il comprend plus très bien ce qui se passe et il va avoir un petit peu de résistance. Alors, soit on a déjà les enfants et c'est compliqué, soit on ne peut pas partir pour d'autres raisons. Mais on ne cherche pas à revivre cette situation. On cherche tout le contraire. Mais comme on est très vulnérable, Voilà. on est habitué à être soumis, on est habitué à être... On a l'idée que si on est très gentil, On sera aimé. voilà. Quel genre de mère vous avez essayé d'être? Une maman aimante, de donner ce que je n'avais pas reçu. Alex, qui n'est pas venu sur le plateau, mais je vous le dirai, qui est à côté, me dit, maman, j'étais une mère louve. J'étais un peu... Hyper protectrice. Voilà. Peut-être, sans m'en rendre compte, peut-être trop étouffante. Mais j'étais de l'amour. Peut-être que je la diffusais pas bien, peut-être que je ne me rendais pas compte, mais je voulais pas que mes enfants souffrent, je voulais pas qu'on les attaque, comment dire, que leur Vous êtes fasse- sensible en tout cas alors. Voilà. à leur souffrance. J'étais sortais tout le temps, j'étais toujours en premier à sortir les griffes. Ah non, tu touches pas à ma petite Alex, tu touches pas à ci, tu touches pas à... Peut-être trop protectrice, parce qu'après, ça les aide pas à grandir non plus. Bon, vous aviez en tout cas manqué de protection et vous avez été attentive Et à en donner. oui, j'ai l'impression qu'après, on fait complètement la bascule. On fait, ça s'explique. Ah, vous avez raison, bien C'est sûr. tout l'inverse. Tout l'inverse. Dans votre cas, Françoise, quel genre de mère vous avez essayé d'être? J'ai essayé de rendre mes enfants indépendants, en particulier ma fille, le plus vite possible, pour que justement, ma grand-mère m'avait dit jamais ne pas dépendre d'un homme. Et c'est la première leçon que je donnais à ma fille. Ça, c'est Donc ne pas dépendre Et d'un à homme mes comme... enfants, mes garçons, leur ai appris à respecter la femme. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'étais très protectrice, mais je leur ai donné, inculqué ce message-là. L'indépendance. Les filles, leur indépendance financière, et le garçon, ne pas être macho. Donc là, on voit que pour le coup, votre histoire personnelle a une grande influence sur votre descendance. Après, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, mais leur inculquer ces valeurs-là. Et pour parler de vos vies professionnelles, on le disait, Françoise, vous êtes devenue médecin. Alors, qu'est-ce que ça représente d'être médecin pour vous? C'est-à-dire, en fait, parce que comme ça, spontanément, vu de l'extérieur, on se dit, c'est quelqu'un qui vient en aide, par définition. D'abord, j'ai fait médecine parce que mon père l'avait refusé à ma sœur aînée. Donc, esprit Qui de est contradiction. devenu professeur de sciences naturelles. Et donc, je suis devenue médecin en raison de la mort de ma mère, qui est décédée d'une faute médicale quand même. Hein. Qu'est-ce qui était important pour vous en tant que médecin? Comprendre. Je voulais comprendre le pourquoi du comment. C'est pour ça que j'ai fait des tas d'études dans ma vie, des tas de diplômes, des tas de formations, des tas de bidules, des tas de machins, tout le temps.
Comment vous l'expliquez ça, ce besoin de comprendre? Parce que je trouve que quand on comprend, c'est plus facile d'accepter les choses. C'est pour ça que j'ai Et fait on a parlé plein de votre enfance. Dans votre enfance, vous ne compreniez pas tout ce qui se passait, tout ce qui se tramait? Non, bien sûr. Et il y a encore quelques questions, mais qui se résolvent au fil du temps. Il y en a auxquelles je ne répondrai pas, je ne saurais pas, puisque le temps passe. Mais j'ai compris plein de choses, oui, effectivement, dans les études, puisque j'ai rencontré des tas de gens passionnants pendant mes études, en particulier M. Coutenceau, dont vous connaissez, qui est devenu un ami, qui est un personnage absolument fabuleux et passionnant, et qui m'a permis d'avancer, d'ailleurs. Et je l'en remercie ici, d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelqu'un d'absolument fabuleux. Donc c'est un psychologue? C'est un psychiatre, et qui s'adresse non seulement à la victime, mais aussi aux hommes violents. Et qu'est-ce que vous avez compris de cette violence, justement, chez les hommes? Effectivement, comme vous disiez, ça peut être lié à une violence dans l'enfance, un enfant battu, mais comme ce n'est qu'une explication, ce n'est pas une excuse. Et donc, il y a 3 types d'hommes violents. Il y en a les uns qui sont effectivement les pervers, là, il n'y a rien à faire, pervers narcissiques en particulier. Là, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'effectivement, c'est leur personnalité qui est faite comme ça. Il y a un tiers qui va quand même se rendre compte qu'effectivement, c'est pas bien. Et le 3e tiers qui est en prison, ou qui devrait l'être. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Vous voyez, il faut que j'arrive ici pour que vous m'expliquiez. Moi, j'étais encore restée sur l'image du jaloux. Ça fait du bien de... Bah oui. Qu'est-ce qui fait du bien, en fait? D'apprendre, de rencontrer des personnes et de pouvoir échanger, et d'être écoutée, d'être comprise. Alors justement, vous disiez, j'ai eu besoin d'être aidée à moi. Ah oui, j'ai été obligée. Je ne voulais pas, je me refusais parce que voir les psychiatres, j'avais encore l'image, pareil, je suis pas folle, je vais m'en sortir toute seule. Et en fait, non, j'ai eu besoin d'aide et à plusieurs reprises, j'ai été voir des psychologues et j'en ai changé parce qu'il y en avait avec qui ça collait pas. J'avais besoin d'échanger, et vous êtes mieux placé que moi, vous en avez qui écoutent, mais qui parlent pas. Alors moi, je comprenais rien, j'avais besoin de ce dialogue pour avancer, quoi. Et bon, je changeais, j'allais voir un autre, jusqu'au jour où, par mon travail, j'ai fait un gros burn-out, parce que j'avais un travail d'écoute et je n'avais pas de formation. Alors on a dit, votre travail, c'était quoi? Vous étiez? À l'époque, c'était la NPE. D'accord. Donc des gens qui étaient en demande d'emploi. En demande d'emploi et qui arrivent Bon, j'ai travaillé avec les handicapés, c'était une agence spécialisée pour les handicapés, fort intéressante, qui était enrichissante. Après, j'ai demandé ma mutation pour aller en province, où j'étais au service du personnel, donc ça c'était autre chose. En tout cas, vous étiez dans l'aide. Voilà, mais j'avais de l'écoute, mais moi, j'avais pas de formation. Quand les gens étaient en détresse, j'étais bien en peine de... Qu'est-ce que ça provoquait? Vous qui aviez connu la détresse. Eh bien, des fois, ça me ravivait J'étais une éponge en émotion. Je savais pas me protéger. Plein de fois, je suis revenue à la maison et j'ai pleuré sur des situations que j'ai vues. Alors mon mari me disait, mais tu peux pas, prendre la misère du monde pour toi. Mais je me disais, oui, et j'ai vu telle femme en détresse pour ci, pour ça, pour l'autre. J'en ai vu des femmes battues. J'ai travaillé au CIDF, droit des femmes, que vous avez peut-être entendu parler. J'étais détachée pendant 3 ans à la mission locale sur un public jeune. C'était aussi autre chose. Et puis l'agence qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, on est traité de paresseux, de feignants, mais je peux vous assurer, quand on fait bien notre travail, c'est très difficile. Parce que vous avez un grand travail d'écoute pour pouvoir bien aiguiller, orienter les personnes au bon endroit. Donc vous avez quand même été toute votre vie en contact avec des gens en détresse. Oui. Et donc vous qui aviez vécu la détresse, la souffrance, vous étiez une victime, enfant. Oui. Donc finalement, vous avez aidé les autres. Oui, aider les autres. Et quelquefois, ça m'est arrivé avec des collègues, notamment, de leur dire, je peux plus suivre cette personne, est-ce que tu peux prendre le relais? Parce que c'était trop important. J'arrivais plus. Ghislaine, juste avant la question de l'aide, parce qu'effectivement, à quoi ça sert d'être aidé finalement? Pourquoi c'est difficile de s'en sortir tout seul? Mais est-ce que ça vous étonne de savoir que ces 2 femmes qui ont vécu la violence dans l'enfance, qui ont vu effectivement leur mère être une victime, qui était impuissante, à l'âge adulte sont devenues des femmes puissantes puisqu'elles étaient dans l'aide, médecins, et aider des gens qui étaient en détresse? Non, ça ne m'étonne pas.
et je crois que vous avez dit très bien toutes les deux que, toute petite déjà, vous aviez envie d'aider votre mère. C'est-à-dire que on vit dans la violence avec un père violent, mais on a justement envie de sauver maman tout petit. Alors, les enfants sont tous impuissants à faire des trucs, à sauver leurs parents, etc. Mais quand on grandit, quand on a la chance de grandir dans une famille bienveillante, on peut attendre d'être grand. Hein. Maman est là pour dire, bon, plus tard, tu verras, t'inquiète pas, on n'inverse pas les rôles, c'est moi qui m'occupe de toi, et papa est là aussi. Donc quand on a la chance de grandir dans une famille en toute sécurité, on n'a pas besoin de se précipiter dans je me sauve, comment je vais faire, il faut que je sauve maman, etc. Mais très jeune, vous avez décidé de sauver maman. Donc on est dans la continuité de ce souhait, qui est le souhait le plus structurant, je dirais. Hein, parce que si on n'a même pas l'idée qu'on peut sauver maman, on perd tout espoir. Il n'y a plus rien à faire. Ça se bidouille un peu différemment pour les garçons et pour les filles. En tout cas, puisqu'on est des filles. Il y a vraiment ce souhait de s'identifier à une maman qu'on va sauver. Et si on n'a pas pu la sauver elle, on va sauver tous les autres. D'autres personnes. Tous les autres. Ce qui marche pas mal d'ailleurs. Et Evelyne dit, effectivement, je faisais partie de ceux qui pensaient que les psys c'était pour les fous, donc j'ai pensé que j'allais m'en sortir toute seule. Ça c'est assez général. Hein, c'est dingue quand même. C'est vrai. Qu'on pense que les psys c'est pour les fous. Non, mais je l'avoue honnêtement, je me sentais forte, j'étais jeune, j'allais y arriver, j'allais faire froid à tout. L'indépendance. L'indépendance. Cette fameuse indépendance dont vous parliez. Donc on a voulu être dépendant d'un inconnu. Il faut que je me débrouille toute seule et que je gagne ma vie et que je m'en sorte parce que la dépendance c'est compliqué. Oui. C'est dangereux. Oui. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. On a des fragilités. Et ces fragilités, on ne peut pas non plus tout le temps, il faut les réparer. Et dans votre cas, par exemple, le fait d'être aidé, qu'est-ce que vous avez compris, découvert, ou en quoi ça vous a aidé? Ça m'a aidé parce que le psy ou la psy qui m'a aidé m'ont donné des clés. Et après, petit à petit, j'ai fait mon chemin. J'ai compris que c'était à moi de faire le travail et non au psy. Il m'a fallu du temps. Et petit à petit, ça fait son chemin. Je vous dis, je changeais, ça n'allait pas, je bidouillais, comme vous disiez. Et puis, ça m'a fait grandir et comprendre beaucoup de choses, que je ne pouvais rien attendre des autres, que la solution, c'était moi seule qui l'avais. Parce qu'en tant que victime, vous aviez la sensation que finalement les autres devaient vous aider. J'étais victime, mais je me suis jamais posée en... Vous n'êtes pas posée, mais enfant, vous étiez une victime, objectivement. Oui. Mais je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on vienne pleurnicher sur moi. Vous savez que j'ai une force de caractère. Puis beaucoup d'amour-propre. Il fallait que, même si j'avais fait une faute, j'avalais la couleuvre, comme on dit vulgairement, il fallait que je la répare. Et sur la dépendance, c'est important quand même. C'est formidable de pouvoir être indépendant, parce qu'on a le souhait d'être indépendant, c'est d'être libre. Oui, tout à fait. Faire ses choix, de ne pas être contraint. Mais c'est formidable aussi de pouvoir être dépendant, effectivement. C'est-à-dire de se laisser aller, de quitter cet état d'hyper-vigilance où je suis toujours un petit peu... Vous savez, c'est tous les gens qui ont vécu la guerre, qui racontent très bien, qui ont toujours la valise qui est prête pour fuir si ça recommence. Hein, quand on grandit dans une famille où il y a des coups, il faut qu'on soit toujours... On est dans cette hyper-vigilance dont on parlait tout à l'heure, cette insécurité. C'est difficile après de se poser dans une relation en toute sécurité. D'aimer et d'être aimé et de se dire, bon, je m'abandonne, j'arrête de faire gaffe et d'avoir toujours ma valise prête pour être indépendante. Donc, c'est très difficile. Vous voulez dire que pour aimer, il faut être en mesure de s'abandonner, quitte à ce que l'autre nous fasse du mal. Et c'est super difficile. Alors, quand on a la chance, encore une fois, de grandir dans une famille où ça va plutôt bien, où les parents prennent pas trop le pouvoir sur les enfants, les enfants peuvent compter sur leurs parents, être dépendants de leurs parents, sans perdre leur propre velléité, d'indépendance, etc. Donc c'est une espèce de négociation qui se fait plutôt pas mal. Après, on peut tomber amoureux de quelqu'un. Mais quand on est dans l'hypervigilance, qui nous poursuit parce qu'on ne sait jamais est-ce qu'on va faire confiance à un psy, à qui est-ce qu'on peut faire confiance, c'est très compliqué à négocier ça. C'est des années effectivement de recherche, de travail, de compréhension. Mais je ne sais pas, parce que j'ai une de mes anciennes secrétaires qui était tout à fait adorable, qui a une vie très chaotique avec plusieurs maris qui la battaient, plusieurs compagnons, enfin je sais pas quoi. Et elle me disait l'inverse, qu'elle n'avait jamais vu ses parents se battre, se disputer, et donc elle savait pas ce que c'est, que pour elle tout était toujours idyllique.
Donc elle s'abandonnait facilement et elle était Et plus finalement, elle se vulnérable. trouvait. Elle était vulnérable, en tout cas. Voilà, c'est ça. Ça, Mais c'est pas parce qu'on a. Non, mais c'est pas parce- c'est non, curieux, mais quoi. il n'y a pas de causalité. C'est curieux. Oui, en tout cas, quand on a été maltraité, on est plus vulnérable à la maltraitance. Hein. On réagit moins, on a moins d'armes pour se défendre. Mais on peut être maltraité sans l'avoir été dans son enfance aussi. Hein. Evelyne, on parle d'amour. Vous avez rencontré l'amour d'un homme qui est toujours dans votre vie. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et donc, en quoi cet amour-là a pu réparer ce que vous aviez vécu avant? Eh ben, comment dire C'est en 79 vous êtes rencontrés, c'est ça? En 79, oui. C'est le père d'Alexandra. Eh ben, c'est quelqu'un que j'aime parce que il m'écoute. Voilà, quand j'ai un trop plein de quelque chose, lui il est calme, il est plus posé peut-être que moi. Moi, je suis plus spontanée. On lit dans moi comme un livre ouvert. Quand j'ai quelque chose, ça, je sais pas le cacher, le dissimuler. Que mon mari est plus calme, plus réservé. C'est un marathonien. Il sait ce que c'est l'endurance. Dans sa vie aussi, il a eu 6 opérations de bec de lièvre, choses comme ça. Il m'écoute. Alors des fois, je lui dis, mais tu dois en avoir marre de m'écouter, je te saoule. Dis non. Eh ben, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. On l'adore déjà. Hein. Comment Quand vous en parlez, on l'adore. il est gentil. Et donc, du coup, votre histoire personnelle et ce drame de votre enfance, vous lui avez raconté tout de suite ou vous avez attendu? Oui. Moi, j'ai jamais rien caché. Mhm. Parce que quand on se marie, on vit, faut faire un climat de confiance, sinon c'est pas la peine. Je vois pas pourquoi on va se cacher quelque chose. Moi, mon mari, c'est mon compagnon, c'est mon confident. Je peux pas vous expliquer. Je peux pas vous expliquer que je l'aime vraiment. Ça va lui faire Ça plaisir s'entend, d'entendre comme ça ça. s'entend. Vous, Françoise, qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne de votre histoire? Que la résilience existe, Oui. tout simplement. Et que je suis fière de la vie que j'ai eue, professionnellement parlant, moi. Et puis de mes 3 enfants. Il y a une forme de revanche? Non, ça m'est égal. Et en quoi ce que vous avez vécu dans votre enfance, ce que ça avait fait de vous, ça vous a aidé pour le reste de votre existence? Ah bah sinon, je pense que j'aurais été très différente. Je suppose, je sais pas. On sait rien. En quoi ça m'a renforcé, disons, comme on dit vulgairement, ça forge le caractère. Et souvent, je dis aux enfants, rien ne me fait peur. C'est peut-être prétentieux de ma part. Mais quand, dans le temps, j'étais l'inverse. J'étais quelqu'un de très introverti. Et puis d'un coup, je sais pas, il y a eu un espèce de déclic qui s'est fait. Et puis je lui ai dit, je suis comme tout le monde, faut pas que... Parce que j'avais peur d'aller vers les autres. J'avais honte, j'étais timide, Et puis d'un coup, et puis je me suis rendu compte que d'aller vers les autres, on peut recevoir un oui ou un non, mais c'est pas mortel. Si c'est un non, on va voir quelque chose ailleurs. Et puis la façon dont on s'exprime, dont on va aller vers les autres. En principe, ça se passe toujours bien, théoriquement. Donc vous aviez vécu le pire, maintenant le pire. Voilà. c'est bon, quoi. Moi, ce que je recrains, je vais vous le dire franchement, c'est la perte de mon mari. Je pense que là, ça va être quelque chose de... Parce que inconsciemment, je m'y prépare. C'est peut-être l'inverse qui va se passer. Mais c'est quelque chose que j'appréhende. D'accord, donc c'est votre vulnérabilité d'aujourd'hui. Je pense. Excusez-moi, mais ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Et parce que quand on a vécu des choses aussi douloureuses, on a du mal à sentir qu'on mérite quelque chose de bon. Oui. Et donc, quand quelque chose de bon, voilà, on a peur que ça disparaisse. Voilà, on ne voudrait pas que ça s'arrête. J'ai Voilà. l'impression, ça fait 37 ans que je suis Voilà. avec mon mari. Bon. Je me dis, j'en ai 72 le mois prochain. Je me dis, mais tout doucement, on s'en va. Enfin, on s'en va vers quelque chose qui... Et ça, je voudrais que ça dure. Bon, je suis trop loin pour faire un câlin à Evelyne, mais je compte sur vous. Je voudrais vous montrer un reportage, parce qu'il y a des femmes, contrairement à vos mamans, qui n'ont pas demandé d'aide, il y a des femmes battues qui arrivent à partir, des fois avec des enfants, et elles ne savent pas toujours où aller. Je voudrais vous emmener en Belgique dans un centre d'accueil particulier, où finalement, il y a des gens qui sont là pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Oui. Et nos équipes sont allées en Belgique, à Liège, pour rencontrer des équipes qui reçoivent les mamans et leurs enfants. Je propose de regarder, on réagit juste après.
Aujourd'hui, en Belgique, 2 femmes sur 10 sont victimes de violences conjugales. Au collectif contre les violences familiales et l'exclusion, nous proposons une aide psychologique, un accompagnement social, une aide juridique, puis il y a aussi de l'hébergement. Quand une femme arrive chez nous, ce qu'on va lui proposer dans un premier temps, c'est d'abord un accueil. Nous avons des lieux sécurisés qui permettent d'être hébergés. Au total, nous avons 51 lits. Pour certaines femmes, pour certaines familles, elles auront la possibilité d'expérimenter une vie en famille monoparentale, pouvoir se repositionner en tant que mère. Est-ce que vous pourriez un peu me dire comment ça se passe, les inquiétudes qu'on peut avoir ou pas? Voilà. C'est des équipes qui interviennent auprès des femmes, auprès des enfants, qui ont aussi un souci du bien-être de ces familles, de ces personnes. Voilà, donc on a des éducateurs, assistants sociaux, assistants en psychologie, psychologues, animatrices. Et on a vraiment travaillé la relation entre la maman et l'enfant parce que cette petite, au début de l'hébergement, c'est une enfant qui rappelle sans cesse son père. Et on a une maman qui dit « Moi, cet homme, je voudrais l'enlever de ma tête ». Et aujourd'hui, il y a vraiment une évolution dans la relation mère-enfant et sûrement dans la relation aussi entre l'enfant et son papa. Elle a pu vraiment petit à petit mettre un mot la différence entre l'époux, l'auteur de violence pour lequel elle était là, et le père. Les inquiétudes sont un peu en train de descendre. Nous, notre vigilance, c'est vraiment de ne pas oublier que chaque personne a sa façon de faire face au traumatisme. Donc, créer un lien de confiance est très important pour qu'elle puisse se sentir à sa place. Il faut savoir que la place des enfants a toujours été vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors en 2015, on a ouvert une petite crèche de 12 places qui permet aux enfants un accueil qui soit un accueil en lien avec leurs besoins, qui sont des besoins spécifiques. Et moi aussi, je vais en prendre une. Je vais essayer de prendre l'orange qui commence. J'ai pris l'orange. Attention, envie de garder l'orange. Toi, tu en as une déjà. Ok, super. Allez, j'ai vu, on a mis ce petit mon tour. Et voilà. Mon rôle, c'est d'accueillir tous les enfants, donc exposés aux violences conjugales, et aussi d'accueillir des enfants tout venant, des enfants qui vont bien. Quand des enfants arrivent ici à la crèche, on sait des choses. On ne sait pas tout. Et en même temps, on ne veut pas tout savoir. On ne veut pas que l'enfant soit non plus stigmatisé, enfermé. On ne veut pas non plus qu'il soit banalisé, mais on veut qu'il soit juste reconnu. Ces enfants, on pourrait se dire, ils ne parlent pas beaucoup, ils ont entre 0 et 3 ans. Et ils parlent énormément. Le non-verbal parle. Maintenant, c'est mon job de décoder, d'accompagner ces enfants à exprimer leurs émotions. 2 petites oreilles tordues. Vous avez vu les petites oreilles tordues? Oh là là, tu es impatient. Le fait de pouvoir proposer, je dirais, un accompagnement spécifique auprès de ces mères et un accompagnement spécifique auprès des enfants va permettre de pouvoir les aider à avoir une relation plus stable. Pour pouvoir affronter un avenir, ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps puisque les impacts de la violence conjugale, de la violence intrafamiliale sont très très importants. Tu préfères que la porte soit fermée? Alors, vous allez réagir sur ce sujet. Je vais vous présenter quand même mes camarades, Brigitte, Aude et Luc, qui viennent de nous rejoindre. Luc, c'est vraiment particulier ce qu'on vient de voir, ça n'existe qu'en Belgique. Ah oui, enfin, l'accueil des mamans avec leurs enfants, on peut en trouver en France aussi, mais ce système de crèche, comme on l'a vu, qui existe depuis 2 ans, c'est assez unique et assez chouette. Et donc, ce qui est particulier, c'est qu'on travaille avec les enfants, parce que les enfants souffrent de quelque chose de très particulier. Ah oui, ça c'est Ghislaine qui va nous en parler peut-être mieux que moi, c'est son métier, mais c'est vrai que ces enfants qui ont été séparés du
du papa souvent maltraitant, ils sont avec des émotions contradictoires, d'après ce que j'ai compris. Vous pourriez peut-être nous expliquer ça? Et souvent quelque chose de mortifère. Oui, oui, absolument. Vous confirmez ce mot? Ils se dépriment, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui se dévalorisent, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment pointé tout à l'heure, c'est que derrière l'impuissance de l'enfant qui voit ses parents violents, qui voit un père violent ou une mère violente, derrière leur impuissance, il y a une forme de dévalorisation parce qu'ils ne peuvent rien faire pour aider la personne qui se victime de maltraitance, et donc ils se sentent nuls parce qu'ils imaginent que peut-être ils pourraient faire quelque chose. Donc cette dévalorisation... Le fait de ne pas pouvoir agir, ça agit sur l'estime de soi. C'est-à-dire que l'estime de soi, l'insécurité dont on parlait tout à l'heure, l'estime de soi est totalement, je dirais... mise à mal. Ouais. Mise à mal, et du coup ce sont des enfants qui ont besoin d'être réparés dans leur estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de sentir d'abord évidemment qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'ils n'y sont pour rien. Mais tout le paradoxe aussi, c'est que quand on sent qu'on n'y est pour rien et qu'on ne peut rien faire, on se sent à nouveau impuissant. Alors, c'est très compliqué à négocier. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, donc on l'a vu, encore une fois, quand on est adulte, on comprend que l'enfant ne peut rien faire. Mais est-ce que vous aviez la sensation de vous sentir nul de ne pas pouvoir agir? Vous étiez très petite, vous aviez 7 ans. Non. J'avais qu'une idée, c'est de me protéger. Et vous, jusqu'à l'âge de 12 ans, il y a un moment où ça agit sur votre estime de vous en vous disant je suis nul, je ne peux pas agir, parce que vous aviez quand même ce fantasme. J'étais une fille. Oui, mais vous aviez c'est ça, d'accord. Vous aviez ce fantasme-là quand même J'aurais été un garçon, de peut-être. prendre votre maman et de l'emmener quelque part. C'était Mais quand même ça. j'étais pas nulle pour ça. Mais je savais qu'il fallait que je sois grande pour pouvoir partir. D'accord. Donc il n'y a pas de dépréciation? Non. À ce moment-là, attendez, non, parce que c'est important. Je pense que c'est un point très important. Il y a de la dépréciation, mais elle ne se manifeste pas nécessairement sous cette forme. Quand vous disiez tout à l'heure très justement que vous sentiez que vous avez parlé non pas de revanche, mais de reprendre, de faire quelque chose de votre vie, qui pouvait signifier que vous n'étiez pas nul, que vous pouviez aider d'autres personnes. On pourrait le dire comme ça. On ne se réveille pas en se disant « je suis nul ». La différence aussi, c'est que ces enfants ont été séparés déjà du père maltraitant. Donc ils ont cet espace où ils peuvent parler de ce qui s'est passé, où on peut les entendre, ce qui n'était pas votre cas. Non. Vous étiez petite et vous étiez soumise à de la violence dans cet état d'hypervigilance dont on parlait tout à l'heure. Là, on est déjà dans la résilience, c'est-à-dire déjà dans la possibilité de parler des professionnels qui viennent vous parler dans un milieu où on peut se réveiller le matin tranquillement, on n'a pas peur. Oui, c'est bienveillant. C'est bienveillant, c'est une enveloppe, une espèce d'enveloppe, un contenant bienveillant qui va permettre à ces enfants de dire peut-être qu'ils se déprécient, de dire peut-être qu'ils se sentent coupables de ne pas avoir pu aider. Mais sur le moment, comme on le disait tout à l'heure, ce sentiment n'existe pas. Mais le fait de vouloir aider des gens, de faire de sa vie quelque chose peut-être qui vaille le coup, de se dire je suis fière, vous dites je suis fière de ma vie, de mes enfants. Tout à fait. Mais ça veut dire que voilà, on a réparé quelque chose. Et de donner. Et de donner. On a réparé cette estime de soi. Moi, j'aime donner. J'aime recevoir. Pardon, excusez-moi. Non, mais j'aime donner. C'est le plaisir de. Donc ça, c'est pour les enfants et pour ces mamans qui ont eu le courage de partir, qui ont eu la bonne idée d'appeler effectivement cette structure. Sur quoi on va travailler finalement? On va quand même travailler sur la dévictimisation en fait. J'imagine que ça doit être quelque chose d'important et de se dire je ne suis pas uniquement dans ce mode de communication avec les personnes que j'aime et notamment éventuellement avec le mari maltraitant. Et du coup, on va essayer de libérer cette parole justement pour pouvoir essayer de devenir une femme libre et pas une femme sous astreinte. Et ça veut dire qu'il faut passer par la compréhension de ce mécanisme de domination? Je crois qu'il faut déjà accepter l'idée que c'est très important qu'on ne suscite pas les comportements violents. Ces hommes ne sont pas attirés par moi parce que je suscite ce comportement. Donc on travaille sur cette ces hommes vont essayer d'attaquer diverses femmes, et moi, avec ma vulnérabilité, du fait de mon histoire, quelle que soit mon histoire d'ailleurs, pas nécessairement une histoire d'enfance maltraitée, parfois une histoire d'abandon, parfois une histoire de deuil précoce, ça peut être beaucoup de choses différentes qui font que j'ai une espèce de vulnérabilité, de gentillesse, de générosité. Vous dites je suis généreuse, et parfois j'ai un peu tendance à être idéalisante, c'est-à-dire que j'imagine qu'à force d'être gentille, généreuse, on va être gentil avec moi, que évidemment je vais pouvoir transformer ce méchant en quelque chose de beaucoup plus doux. Donc il y a cette vulnérabilité qui fait que j'imagine que je vais retomber là-dedans. Je ne sais pas comment me protéger, je ne sais pas comment être autrement.
Donc, se dévictimiser, c'est peut-être apprendre à repérer des signes de maltraitance, à repérer les moments où on peut dire non, à faire ce que vous disiez très bien tout à l'heure. Il y a un moment où vous avez dit non, hein, un mari gentil, mais on se soumet, on est gentil aussi. Puis à un moment, il demande quelque chose, bah non, ça ne me convient pas. J'apprends à dire non. Donc, c'est apprendre à dire non, avoir le droit de dire non, qui souvent, pour ces femmes, n'est pas du tout quelque chose d'évident. Soit elles ont eu des pères autoritaires ou des mères autoritaires. Enfin, il y a des tas de cas de figure. Il n'y a pas une histoire et un effet. Il y a des tas d'histoires et des tas de manières, malheureusement, de dévaloriser les enfants, de les faire sentir nuls, impuissants, etc. Et ces enfants qui grandissent... Et ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que les enfants sont mélangés dans leur tête aussi, c'est qu'ils ont des émotions contradictoires en eux. Mais oui. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez pu ressentir ça, mais au moment où on quitte ce noyau familial, où il y a un papa violent, voilà, ils sont à la fois partagés entre la perte de ce parent quelque Bien part, sûr. par aussi le fait de la honte. On ne dit pas à tout le monde ou à ses copains, c'est quelque chose qu'on n'avoue pas. Et donc il y a plein d'émotions mêlées dans leur tête. Mais ça c'est quelque chose d'extrêmement douloureux parce que les enfants souvent ne disent pas qu'ils sont maltraités. Ils prennent beaucoup de temps pour dire quelque chose qui va pas être un message clair au départ. On a beaucoup de mal à amener un enfant à avoir suffisamment confiance pour pouvoir dire je subis telle chose à la maison parce qu'ils sont ambivalents, parce qu'on parle de papa. Alors là on parle des violences intrafamiliales qui sont les plus compliquées. On peut pas dénoncer papa, c'est papa. On peut pas du jour au lendemain se dire c'est un méchant. Il n'y a pas le méchant ou le gentil, c'est papa. Donc cette ambivalence, elle fait que l'enfant prend beaucoup de temps. Il faut qu'il soit en confiance absolue pour être sûr que sa parole, non seulement va être entendue, mais qu'elle va être suivie des faits. Bien sûr. Et dans ces lieux, la parole est suivie des faits parce qu'ils sont déjà ailleurs. Oui. Dans un autre mode de communication. Voilà. Et on en fait quelque chose. Maman est au chaud. Des adultes s'occupent de maman. Ce n'est pas mon travail à moi. Je sais que quelqu'un va s'en occuper. Voilà, tout ça. Donc on pourrait en parler. Vous validez ce type de structure. Oui, mais je valide absolument. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup. Alors c'est chouette aussi pour les mamans qui veulent aussi justement la phase peut-être après, c'est se reconstruire pour retrouver un travail, être voilà. Et bien la structure leur permet, avec la crèche, de pouvoir garder leur enfant. Et elles se disent, je vais à un entretien d'embauche où je suis en sécurité, où je sais que mon enfant sera avec du personnel bienveillant. Alors en moyenne, elles restent 3 à 4 mois, mais il n'y a pas de limite. Elles peuvent rester autant qu'elles veulent. C'est gratuit, d'accord. Et puis elles sont entre elles. C'est-à-dire qu'elles partagent une histoire commune. Quand on parle de honte, donc on peut se sentir compris. On peut se sentir compris, on peut échanger, on voit qu'on n'est pas un espèce de cas pathologique. Voilà, que ce sont des choses qui arrivent aussi à des femmes très bien, intelligentes, indépendantes, cultivées, etc. C'est pas. Donc ça fait du bien aussi de s'identifier. Une dernière question. Dans cette structure, le personnel est mixte. Il peut y avoir des hommes accompagnants comme des femmes. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important à votre avis? Mais oui, c'est important parce que ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire que les enfants puissent faire un transfert positif sur un homme bienveillant, c'est réparateur. Tous les hommes ne sont pas mauvais, fort heureusement, et toutes les femmes ne sont pas géniales non plus. Donc qu'on ait et pour ces femmes maltraitées aussi, de voir des hommes bienveillants? Mais d'abord, je pense que ces femmes savent que les hommes bienveillants existent, mais les enfants, c'est important qu'ils puissent se sentir justement en sécurité, parce que voilà, des hommes et des femmes vont prendre soin des mères, et il y a de la mixité, il y a pas on n'est pas entre femmes parce que entre femmes on est protégé des méchants bonhommes, non, donc c'est une manière de se réconcilier, je dirais, avec de se resocialiser. De se resocialiser. Oui. Donc c'est en Belgique, et si on habite en France du coup? Alors si on habite en France, il existe d'autres structures, notamment à Évreux, il y en a quelques-unes, mais avec un système de crèche comme ça serait bien que ça existe. Donc c'est inspirant. Ouais, tout à fait. Merci Luc. Alors Aude, tu vas nous parler d'une initiative assez incroyable, particulièrement originale, puisqu'il y a un homme sur cette terre qui a une idée, je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, ou alors je trouve ça épatant. Alors on part en Roumanie, au nord-est de la Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine, dans un petit village qui s'appelle Concesti. Alors, Concesti, parce que Luc a des origines roumaines. Il n'est pas seulement toulousain, il a des origines roumaines. Et oui, en fait, voilà. Non, mais oui, mon père était roumain. Concesti, moi je dirais Concesti. Voilà. Alors c'est un petit village qui est dans une région très pauvre, très rurale de la Roumanie, et le maire, qui s'appelle Costel Nazar, ce monsieur a une idée très originale. En fait, il a été choqué par un chiffre. 24% des femmes roumaines sont victimes de violences conjugales.
Donc, enfin, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Il paraît qu'à l'échelon européen, c'est 22%. Ça doit être à peu près la même chose en France. Voilà. Et donc, il a eu vent de ce chiffre. Et puis, par ailleurs, il avait un problème dans son village. C'était le dépeuplement, comme dans les petits villages français. Hein. Ils ont les mêmes problèmes en Roumanie. Tous les jeunes partent à la ville. Exode rural. L'école, elle est fermée. Et il s'est dit, il y a toutes ces femmes qui sont démunies, qui ont besoin d'un refuge. Eh bien, moi, je vais leur offrir un havre de paix et je vais leur offrir un logement gratuit. Donc, il a fait un appel dans les médias et il a dit, voilà, dans mon petit village de Consesti, je vais accueillir les femmes qui ont besoin de se ressourcer, de prendre un nouveau départ. Et à ces femmes, je vais leur offrir donc un logement. Donc ce village va devenir une sorte d'aimant pour les femmes qui souffrent comme une petite communauté. De maltraitance. Donc c'est une sorte de havre de paix. Exactement, comme une petite communauté où alors en fait il a racheté 10 maisons. C'était un vrai investissement, hein, ça avait quand même coûté 100 000 €. Mais il s'est dit ça va faire du bien et puis en plus ça va apporter un coup de projecteur sur mon village. Et ça c'est son idée. Est-ce que ça a marché? C'est son idée, exactement. Ça a marché. Histoire, j'imagine. Il a déjà accueilli une petite dizaine de familles, alors donc des femmes et des enfants, parce que lui, ce qui était important, c'était aussi de sauver son école, donc c'était aussi d'accueillir les enfants. Et alors parmi ces familles, il a notamment accueilli, je ne sais pas si vous la voyez bien, Claudia. Claudia qui a 36 ans, elle a 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Elle était mariée depuis 16 ans. Elle avait été mise sous protection de la justice roumaine, mais c'était fin décembre 2015, pile au moment où le maire a fait son appel. Et un jour, son mari la retrouve, son ex-mari la retrouve, vient défoncer la porte de chez elle. Pour elle, c'est la goutte d'eau. Elle se dit, voilà, j'en peux plus. Elle veut fuir. Elle habitait dans le sud-ouest de la Roumanie. Elle a effectué 800 kilomètres pour remonter dans le nord-est, à Consesti. Et elle est arrivée, on l'a accueillie les bras ouverts. Et donc, avec ses 6 enfants qui sont maintenant scolarisés dans l'école, elle a pu redémarrer une nouvelle vie. Puis j'ai un deuxième exemple, c'est Valentina. Alors Valentina, elle a 42 ans, elle. 8 enfants. Donc c'est souvent des femmes qui sont en plus, qui ont vraiment besoin d'aide. Mais elles n'ont pas vraiment le choix, quoi. Exactement. Elles n'ont pas forcément accès à la contraception aussi. Voilà. Exactement. Donc, encore moins de moyens d'agir. Voilà. Et donc Valentina, elle, ce sont ses enfants qui lui ont demandé de partir. Ils n'en pouvaient plus de la brutalité de leur père. Et elle s'est installée dans le village. Elle s'est installée dans le village. Alors on voit, c'est des petites maisons, voilà, comme ça, avec c'est joli. Il y a des petits jardins. Et ça redonne un cadre de vie aux enfants qui sont aussi entre eux, enfin pas seulement entre eux, parce qu'il y a des villageois dans ce petit village qui ont apparemment très bien réagi, qui ont très bien accueilli toutes ces familles. Donc ces enfants vont à l'école. Ces femmes, elles sont aidées pour trouver un travail. Oui, c'est pas seulement on vous accueille, et vous avez un logement. Un vrai accompagnement. C'est un vrai accompagnement. Il a aussi prévu une aide sociale, en plus des allocations familiales qui sont payées par l'État. Mais donc il essaye de mettre tout en œuvre pour que ces femmes... C'est un saint, ce maire. Ouais. On va le remontrer parce que je le trouve... Il est formidable. Costel Nazar. Réaction spontanée, Françoise. Vous aviez entendu parler de ça? Un maire qui a cette idée? Non, mais je reviens toujours à ce que je dis. Et les coupables, on en fait quoi? Il faut aider les femmes déjà à avoir des lieux où elles peuvent aller se réfugier, des avocats qui les aident à récupérer leurs biens, leurs maisons, etc., à confier les enfants à la garde de la mère, voilà, des gens qui font leur boulot, chacun doit faire son boulot, on va tout faire, mais d'abord sauver sa peau, et les enfants. Evelyne, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que une drôle d'idée quand même. Hein. Ah oui, non, un non, maire mais qui dit tiens, dans mon village, je vais recueillir ces femmes en détresse. Ce serait intéressant. Ah oui, j'espère qu'il va inspirer. Il y a 36 000 communes en France. Il y a quelques maires qui, à mon avis, peuvent penser ce genre de choses. Mais je pense que c'est déjà au niveau gouvernement qu'il faudrait que ça soit plus fort, ça tape nos secrétaires d'État et tout. Bon, parce qu'on envoie des spots à la télé comme ça. Il y a tant de femmes battues, toutes les, je sais plus, je fais plus. Mais c'est tout. Faudrait la législation que les gendarmes aient plus de pouvoir quand il y a des... On isole les maris violents et tout, qu'il y ait obligation de soins. On ne peut pas les soigner, cela. Hein. Pardon. Pour beaucoup, on ne peut pas les soigner. Je crois que les femmes n'osent pas parler. Ben oui. Et ce serait formidable qu'il y ait des lieux... Mais c'est ça qu'il faut faire. Que les mamans éduquent déjà aussi leurs garçons, parce que dans certaines familles, le garçon est roi. Non, mais à l'école, si déjà à l'école... Les professionnels de la petite enfance, les gens qui s'occupent des enfants étaient formés pour repérer la maladie. Ce serait déjà formidable. Oui. Alors on va en parler justement parce que effectivement, vous l'avez dit, enfant, vous ne parliez pas de ce qui se passait à la maison. Ah bah non. Et donc comment faire évoluer les mentalités et comment faire de la prévention auprès des petits-enfants. Voilà. Parce qu'on l'a dit, quand un enfant vit quelque chose, il n'a pas idée que ça n'est pas normal. Puis on lui dit de se taire.
Tu ne dis pas ce qui se passe à la maison. Alors du coup, tu vas nous parler d'une initiative qui va dans ce sens-là, Brigitte. Voilà. Alors, tu sais, chaque semaine, on parle d'une candidate au prix Solidarité version Femina Europe 1. Donc Version Femina, c'est le magazine qui est partenaire Voilà. de cette émission. Exactement. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler de Marie-Claude Estevenon, qui a été finaliste du prix Femina en 2015. Pour quelle initiative? Pour l'initiative Parole d'enfant. Alors cette dame, elle a été d'abord pendant 35 ans psychologue sociale. Et quand elle est partie à la retraite, elle s'est dit, je peux pas, toute mon expérience doit pouvoir servir encore. Et donc, elle est allée dans cette association Parole d'enfant. Alors, cette association, elle aide les enfants maltraités. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 85% des maltraitants se trouvent donc au sein des familles. Alors, depuis 4 ans, cette association est en partenariat avec SOS Femmes, qui leur envoie des enfants qui ont été témoins de maltraitance et qui sont complètement traumatisés. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller détecter les enfants qui sont témoins de maltraitance? Alors déjà on fait de la... À l'école? Alors de la prévention dans les écoles justement. Des petits de CM1, CM2 et 6e. Alors concrètement il se passe quoi? Il y a un intervenant extérieur qui vient? Alors oui, il y a des bénévoles de cette association qui viennent, qui leur expliquent que c'est pas normal de battre quelqu'un, que c'est pas normal de vivre... Donc c'est pas un mode de communication normal. Voilà, exactement. On se parle pas comme ça. Et même entre eux, même entre enfants. Parce que parfois, on imagine que peut-être les enfants n'ont pas la conscience que ce n'est pas normal à cet âge-là. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs. Hein. Françoise et Evelyne ont parlé de ça. Et effectivement, quand on grandit, on ne sait pas que c'est pas normal. Non. Il y a plein d'adultes qui disent aujourd'hui qu'ils ont reçu plein de fessées, que c'était génial. Voilà. Ça leur a fait du bien. C'est encore très courant. Des coups de martinet. Oui. Et qu'ils venaient même les chercher. Mais parce qui disent que c'était j'aurais... comme ça qu'ils avaient une relation avec un père ou une mère. C'est ce qui m'a manqué. Bien sûr. Donc là, ce qui est important, c'est que ces enfants qui vivent la maltraitance à la maison ne savent pas qu'ils vivent de la maltraitance. Et là, il y a des intervenants qui viennent raconter au fond. Voilà, on leur explique. On leur explique aussi qu'il y a des lieux d'accueil spécialisés, qu'on est là pour les écouter. C'est ça qui est important aussi, de les écouter et de bien les soutenir. On leur propose aussi un soutien psychologique pour eux, mais aussi pour toute leur famille. Leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans, les personnes qui sont dans la famille. Donc, voilà. on leur dit c'est pas normal et on leur dit il y a une possibilité, voilà, il y a une de l'aide possible. De et du coup, est-ce qu'aujourd'hui on a du recul, ça fait 4 ans, est-ce qu'on sait si des enfants se sont déclarés? Alors, on déclarait que chez eux ça n'allait pas? Oui. Par exemple, ils s'occupent chaque année d'une 30aine d'enfants avec leur famille, qui sont eux déclarés donc comme... À la suite de cette initiative. Voilà. Et ils voient 1500 enfants par an à qui ils dispensent leur message de prévention. Merci. Ils ont besoin de bénévoles, si on peut les aider en allant sur le site. Et comme ils vivent aussi de dons, si on peut les aider, on peut aller sur le site de France 2 et il y aura leurs coordonnées. Donc des bénévoles qui iront dans les écoles, dire à ces enfants, au cas où vous vivriez ça à la maison, sachez que ça n'est pas normal et que vous pouvez être aidé. Exactement. Et donc cette initiative, vous en pensez quoi? Bien. Parler aux enfants qui n'ont pas de recul, qui n'ont pas de point de repère. Il faut-il que les parents qui se sentent concernés veuillent aussi coopérer, parce qu'ils peuvent penser ça sous silence. Enfin, donc il faut peut-être réitérer toute cette... je suppose que si c'est le père, il va peut-être pas y aller en sautant. Hein, parce que la question, c'est quand un enfant va dire aux adultes qui sont là à l'école, chez moi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui s'enclenche en fait? Voilà. Alors justement, il y a un soutien psychologique même avec les parents. Il y en a peut-être qui veulent pas... J'imagine que les enfants ne parlent pas juste en face à face avec le bénévole. Il y a donc des personnes de l'institution qui sont là et qui sont tenus de faire un signalement. Voilà. Et c'est leur boulot dès qu'ils apprennent qu'il y a un enfant. Voilà. Donc après, c'est eux qui refilent le bébé et ensuite chacun reprend son rôle. Dans le meilleur des cas. Donc, comment s'appelle l'association qui a besoin de bénévoles? Parole d'enfant. Parole d'enfant. Le nom de l'association sur le site de Mille et une vies. Et des dons et des bénévoles. Et des bénévoles. Juste un mot, c'est vrai que c'est très compliqué parce que si les enfants n'ont pas le droit de parler et qu'ils le font quand même, ils vont être en conflit d'allégeance extrêmement... C'est compliqué, hein. Donc il faut faire attention. On ne fait pas parler des enfants comme ça. Il faut être sûr que ce sera possible et qu'il y aura un effet et qu'ils ne vont pas être en conflit. Donc c'est très compliqué. C'est pas on explique. Et je peux vous dire que c'est très compliqué aussi en tant qu'adulte. Moi, je me suis retrouvé dans la situation à 20 ans, j'étais un gamin presque, où je m'occupais de centres aérés et où j'ai dû faire un signalement de parents maltraitants. Et je peux vous dire
que vous passez plusieurs nuits à pas dormir, à vous n'êtes pas sur des conséquences. Bien sûr. Est-ce que ça va être pire? Est-ce que je vais pas tant que ça soit pire, mais je vais quand même signaler quelque chose que j'estime qui est très grave avec tout le personnel pédagogique. C'est moi qui dois faire le signalement et de se dire j'ai le pouvoir de faire retirer la garde de cet enfant. Donc c'est une responsabilité difficile à prendre. Énorme. Ça doit être on n'en dort pas. Hein. Oui, ça doit être. Alors il y a des protocoles. Attendez, il y a des protocoles qui doivent être suivis parce que c'est pas un éducateur ou un institut ou un psychologue qui doit référer à sa hiérarchie de ce qui est en train de se passer. Le signalement n'est pas fait. C'est pas vous qui faites le signalement. Il y a des protocoles. Mais même dans les crèches, c'est très très compliqué. Hein. Les puéricultrices ont beaucoup de mal à dire tiens, tel petit il a tel symptôme. Est-ce que ça voudrait dire que c'est compliqué de dénoncer. Bien sûr. Les parents, on a tendance à banaliser, comme on le disait tout à l'heure. On est tous dans le déni du mauvais parent. Les parents sont, c'est pas possible quoi. Les mères aiment leurs enfants. Bon, les pères de temps en temps ils s'énervent, mais c'est pour leur bien. Enfin, on est encore dans ces mythes. Et du coup, c'est très difficile de faire des signalements. Mais il faut signaler à sa hiérarchie, il faut signaler aux autorités responsables toute situation qui nous semble préoccupante. Au moins en parler avec quelqu'un. Merci, merci beaucoup Ghislaine. Merci Evelyne. Merci Frédéric. Merci d'avoir accepté de raconter votre histoire avec autant de générosité, d'authenticité. Je sais que c'est un souci de transmission. Oui. Important pour vous. Oui. Qu'on sache qu'on peut s'en sortir. Oui. Et Françoise, vous êtes fière de votre carrière de médecin. Je pense. Et vous avez raison. Faut le dire. Vous avez raison parce que vous avez passé votre vie à aider les autres. Le jour où j'ai fermé mon cabinet, j'ai un souvenir absolument fabuleux. J'ai un certain nombre de patients qui sont venus me remercier et me dire « Madame, vous nous avez sauvé la vie ». Donc j'ai servi. Et j'ai dit « Peut-être pas quand même, mais au moins vous l'avez suffisamment transformée pour la rendre belle ». Et je les en remercie. C'est beau, ça m'a fait c'est un beau cadeau. La sensation d'être utile. Cadeau. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, merci les camarades. Et merci à vous pour votre attention, votre fidélité. On se retrouve très très vite sur France 2. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez ému par les parcours de Marie et Anne, dont les bébés ont pointé le bout du nez beaucoup trop tôt. En accouchant prématurément, ces deux femmes ont dû accepter que la vie de leur bébé ne tienne qu'au fil des machines pendant de longues semaines. À 28 ans, Anne accouche par césarienne 3 mois avant terme. Son bébé ne pèse alors que 650 grammes pour 32 cm. Le début d'un long combat pour cette mère de famille. Marie, elle, est déjà mère d'un enfant lorsqu'elle tombe enceinte de jumeaux. Une grossesse sans histoire jusqu'au 6e mois où elle doit être hospitalisée en urgence. J'ai accouché un dimanche, elle faisait 32 cm. Et quand mes yeux se sont rivés sur elle, ça a été le choc. Parce que j'avais pas du tout un poupon en face de moi. On a l'impression d'entrer dans un sas entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'on est dans un service de réanimation. Il y a plein de lits de bébés et pourtant on n'entend aucun bruit humain, enfin on n'entend aucun pleur de bébé, on n'entend que des bruits de monitoring ou de bip dans tous les sens. J'ai fondu en larmes, je leur ai tout dit, j'aurais dit je suis désolée de vous faire subir ça les garçons, je suis désolée. Et lundi, vous serez surpris et ému par les récits de nos deux invités, Léo et Édouard. Deux hommes tombés dans la spirale des troubles obsessionnels compulsifs. De simples gestes du quotidien, répétés à l'infini, ont lentement plongé leur vie dans la tourmente. À 24 ans, Léo a longtemps souffert en silence de ses manies obsessionnelles. Un mal insidieux qui le conduira jusqu'à l'hospitalisation. Édouard, 70 ans, a développé très tôt des troubles du comportement. Dès ses 6 ans, il comptait plusieurs fois de suite toutes les pièces de sa tirelire pour savoir s'il lui en manquait. Plus tard, ce sont des tocs d'accumulation qui ont pris le dessus. Parapluie, articles de toilette, tapis, Édouard ne pouvait rien jeter. J'ai beaucoup de tocs d'accumulation. J'ai 300 sacs en plastique. J'ai 56 boîtes de chocolat vides. Un réveil en au moins 2 ou 3 exemplaires. C'est une façon de me rassurer. Moi, je suis bien dans ma peau avec mes tocs. Je ne veux que rien ne change. Avec le temps, les tocs se sont aggravés. À chaque fois que je sortais d'une pièce où je devais éteindre la lumière, je l'éteignais, je la rallumais. Ça pouvait me prendre plusieurs heures par jour. Je pouvais vraiment plus continuer à vivre comme ça.